Je remercie Sophia Boudjema de m'avoir invitée à venir parler de Florence Nightingale, qui est effectivement quelqu'un d'extrêmement important quand on est infirmier, mais quelqu'un de très important dans la santé publique en général et pour les prises en charge hospitalières. Quelqu'un qui a marqué le monde d'un point de vue national et d'un point de vue complètement international. Donc une personne très importante. Je remercie beaucoup l'IHU d'avoir choisi ce sujet ce soir sur la recherche infirmière parce que c'est un sujet extrêmement important évidemment. Je ne me suis pas présentée, je suis cadre formatrice infirmière et je travaille à l'IFSI du Centre gérontologique départemental à Montolivet. Voilà. Donc Florence Nightingale est notre première chercheuse en soins infirmiers. Alors, elle naît en Angleterre dans une famille très bourgeoise, très riche. Elle est vouée à épouser un bon parti, tout simplement. Mais Florence Nightingale n'a pas choisi cette voie. Elle est éduquée par ses parents à la maison et son père, ce qui est très rare pour une fille, l'éduque en mathématiques notamment, ce qui lui permettra par la suite d'épouser les statistiques comme une deuxième passion pour elle. Le système de santé en Angleterre est à l'époque un peu différent. Il est différent de chez nous. On avait les bonnes sœurs qui prenaient en charge les indigents. Ici, ce sont des workhouses. Les monastères ont été fermés quelques siècles auparavant. Et donc, les workhouses accueillent les indigents, mais dans des conditions absolument déplorables. Et les infirmières, du coup, n'ont absolument pas, ce n'est pas une profession, c'est réservé à des classes totalement défavorisées. Donc, il n'est pas question pour Florence Nightingale de devenir infirmière de par le milieu d'où elle vient. Elle visite ces workhouses et elle voit leurs conditions de prise en charge. Elle est effarée. Elle visite d'autres hôpitaux en Europe, parce que ses parents l'envoient visiter l'Europe pour qu'elle puisse changer d'idée et surtout ne pas devenir infirmière. Et elle prend des notes sur les différentes méthodes de prise en charge dans le reste du monde, dans le reste de l'Europe principalement. Ce qu'elle perçoit, ce qu'elle comprend, c'est que les patients souffrent parfois de bien d'autres choses que ce qui figure sur leur feuille de maladie, et que si on s'en préoccupait, une bonne part de leur souffrance serait soulagée. Donc ça, c'est vraiment l'impression qu'elle a quand elle visite ces endroits, mais rien n'est fait à ce sujet. Elle réussit quand même à partir un mois en Allemagne pour être formée par des sœurs, et donc ses parents finissent par accepter, et elle obtient un poste de cadre dans un hôpital pour femmes à Londres. La guerre de Crimée éclate à ce moment-là, et c'est la première guerre qui est médiatisée en fait dans le monde, le premier reporter de guerre à l'époque. Et les reporters de guerre rapportent qu'effectivement les conditions de prise en charge des soldats blessés sont absolument effroyables. Donc Florence Nightingale demande et obtient l'autorisation d'aller avec 38 infirmières à l'hôpital de Scutari en Crimée pour s'occuper de l'hôpital. Quand elle arrive, voilà ce qu'elle voit. Donc des patients, des soldats qui sont toujours dans les mêmes tenues que le jour où ils ont été blessés. Il n'y a pas de lit, la nourriture est de temps en temps ils reçoivent quelque chose. Il y a quelques lits mais les draps ne sont pas changés. C'est une catastrophe. Donc la première chose qu'elle décide de faire, tout simplement, c'est de nettoyer l'hôpital. Ça a été le premier point. Elle fait installer des fenêtres, à ses frais d'ailleurs. Elle met en place l'aération des pièces, qui est vraiment quelque chose qui est très important pour elle. C'est d'aérer, de ventiler régulièrement l'environnement du patient. Elle fait retirer les cadavres des animaux qui sont dans l'eau, l'eau que les patients boivent. Elle organise la lessive des vêtements, la réfection des pansements, la lessive des vêtements, la lessive des draps. Elle demande des lits et elle participe donc à améliorer considérablement les repas. La nourriture est quelque chose qui pour elle est extrêmement important. Je trouve que c'est extrêmement d'actualité encore aujourd'hui. Elle isole les patients infectés pour éviter les contaminations croisées. Elle insiste énormément sur le nettoyage de l'environnement des patients et elle organise l'élimination des déchets. Donc quoi de plus moderne aujourd'hui, des déchets donc médicaux et humains. Elle instaure une vraie relation soignant-soigné de qualité, en fait, en organisant aussi la prise en soin des patients nuit et jour, ce qui lui vaudra le surnom de The Lady with the Lamp, la dame à la lampe. La lampe qui sera l'emblème des écoles d'infirmières, les écoles Nightingale. Et en fait, les soldats blessés disaient que même son ombre apaisait finalement leur souffrance quand elle passait le soir. Voilà. Et puis une relation soignant-soigné, c'est-à-dire qu'elle s'approche des patients, qu'elle leur parle, qu'elle les écoute,
qu'elle les embrasse aussi sur le front. Il y a des patients qui ont décrit des choses extrêmement précises et en disant que voilà, elle était là pour les derniers souffles. Je suis là, je vous donne tout mon amour, c'est ce qu'elle écrit, et partez apaisée. Elle écrit aussi aux familles des défunts pour décrire les derniers moments de leurs proches, et parfois même elle envoie le reste de la solde aux familles. Voilà, donc The Lady with the Lamp au centre. On voit donc là l'organisation à Scutari, où on a des lits, des draps, des patients qui ont l'air du coup un peu mieux pris en charge que tout à l'heure. Des fenêtres, de la lumière. Elle souhaite beaucoup que les patients puissent voir le ciel et le soleil aussi. Et elle organise des salles d'activité pour les patients qui sont en convalescence, donc sont conviés à des clubs de lecture ou jouer aux cartes. Parce qu'elle pense que ça concourt aussi à la guérison des patients en convalescence. Là aussi, une autre gravure où on voit les fenêtres, le chauffage aussi, très important, et les lits propres, les draps et l'organisation. Donc elle collecte systématiquement les données de morbidité et de mortalité, et ça, c'est vraiment la première à le faire. Et elle prouve ainsi par des données probantes l'impact des soins infirmiers et de l'hygiène hospitalière sur la mortalité des patients. On voit bien que la mortalité à la guerre de Crimée passe de 42% à 2% pour les soldats. Simplement sur l'organisation, les soins infirmiers et l'hygiène hospitalière. Enfin, simplement, énormément pour tout ça. Quand elle rentre au Royaume-Uni, en fait, elle est très célèbre. Elle a, entre guillemets, fait le buzz pendant ces 2 années qu'elle a passées là-bas. Elle ne le sait pas. Les journalistes, les reporters de guerre ont rapporté ce qu'elle avait fait à Scutari. Les familles qui ont reçu les lettres aussi les ont communiquées aux journalistes. Donc elle est très célèbre quand elle revient. Célébrité qui ne l'intéresse pas, mais qui lui permet d'avoir accès aux personnes qui travaillent au ministère. Et du coup de rencontrer par exemple William Farr, qui est statisticien, et qui lui dit c'est une bonne idée d'organiser ces soins aussi au Royaume-Uni, mais we do not want impressions, we want facts, bien sûr. Donc pas d'impression, on ne veut pas vos impressions, on ne veut pas vos sentiments, on veut des faits. Donc des faits, elle en donnera. Elle en donnera, mais elle souhaite vraiment pouvoir communiquer ces statistiques, ces données qu'elle a récupérées à Scutari de manière compréhensible pour tout le monde. Elle comprend bien que les politiques ne comprennent pas vraiment c'est quoi les statistiques qu'elle ramène. Elle comprend aussi que le grand public ne les comprend pas, donc elle décide de les mettre sous une forme simple et compréhensible pour tous. Donc elle utilise ici ce qu'on appelle en français des crêtes de coq, les coq's comb, qui existaient déjà auparavant, mais qui n'avaient pas été beaucoup utilisées. Donc chaque part représente un mois. Et puis ce qu'on voit bien ici, c'est que le rouge, c'est le décès dû aux plaies de guerre, le bleu aux maladies que l'on peut prévenir et le noir aux autres causes de décès. Donc elle prouve, par les statistiques qu'elle a ramenées, effectivement, que les patients meurent par des tas de maladies qu'on peut prévenir. Et avec des soins infirmiers de qualité et une hygiène hospitalière correcte, on peut tout à fait sauver ces patients. Donc c'est clair et concis, ça permet de bien catégoriser les résultats, c'est assez révolutionnaire pour l'époque, c'est vraiment la première. Son musée aussi, elle montre aussi les premiers diagrammes de soins, vraiment des outils toujours très clairs et qui permettent d'être concis. C'est vraiment quelque chose qui, peut-être par sa formation en mathématiques, mais qui est resté très ancré chez elle. Donc elle demande aussi au ministère de rassembler les preuves de la mauvaise gestion des hôpitaux pour pouvoir à nouveau proposer une organisation de qualité, mettre en place les soins infirmiers et l'hygiène hospitalière. Associée à William Farr, donc ils écrivent plusieurs rapports qui remettent au ministère de la Santé et qui ont permis un réel changement en profondeur de l'organisation des soins en Grande-Bretagne. Et effectivement, elle est célébrée comme une héroïne. La première image, c'est sa statue à Londres. Elle a son musée. J'ai des amis là-bas, leurs enfants apprennent qui est Florence Nightingale à l'école primaire parce que c'est vraiment une héroïne nationale qui a sauvé le pays d'une prise en charge tout à fait médiocre de ses patients. Elle cherche aussi beaucoup à collaborer avec d'autres corps de métier parce qu'elle perçoit bien que la science infirmière a besoin aussi de se nourrir d'autres sciences autour qui vont lui permettre de mieux comprendre les prises en charge. Elle demande la création d'un département afin que les diagnostics et les causes de décès soient répertoriés et elle concourt ainsi à la classification statistique internationale qui n'existait pas avant. Alors elle n'est pas la seule évidemment, mais elle fait partie de celles qui ont vraiment milité pour que ça existe. Et elle fonde les soins infirmiers modernes. Elle publie Notes on Nursing en 1859, qui est un livre totalement actuel,
Je l'ai étudié un petit peu avec les étudiants infirmiers. Ça sera au semestre 6, c'est pour ça que vous ne l'avez pas encore vu. Où vraiment, voilà, les intitulés sont tout à fait actuels aujourd'hui. Et ça fait partie de nos prises en soins, nos soins infirmiers aujourd'hui. Et elle crée réellement la profession d'infirmière à Londres en créant en Grande-Bretagne la première école d'infirmières. Elle crée celle-là, et puis toutes les infirmières qui ont été formées dans son école sont allées créer d'autres écoles d'infirmières dans le reste des colonies. Donc des écoles Nightingale, avec la lampe, ont été créées un peu partout dans l'empire colonial de l'époque, l'empire britannique. Donc je vous laisse voir les titres de chapitres de son livre Notes on Nursing. Donc ventilation et chaleur sont des choses très importantes pour elle. Les activités qu'on peut proposer aux patients, la nourriture, et je trouve que c'est toujours complètement d'actualité, la nourriture à l'hôpital. Le lit et la literie, de quelle manière on change les draps, combien de fois. Elle explique aussi que le lit contre le mur n'est pas préconisé pour un patient, qu'il n'est pas bien quand il est collé contre le mur. Et elle a des choses très précises qu'elle explique dans ce livre. Le bruit, elle dit qu'il ne faut pas parler devant la chambre d'un patient, parce que quand le patient est à l'intérieur, il entend qu'il y a quelqu'un qui parle, et peut-être on parle de lui. Bon, peut-être il anticipe quelque chose qu'on est en train de dire sur lui. Donc ça l'inquiète, et donc ça ne sert à rien d'inquiéter un patient. Donc il ne faut pas parler devant la chambre d'un patient. Ou on rentre dans la chambre et on parle avec lui, ou on va ailleurs en fait. Et donc, je trouve que c'est complètement d'actualité. Elle dit aussi que le bruit parce qu'à l'époque on portait les crinolines, et elle dit que le bruit, ce frottement de tissu fait trop de bruit pour les patients la nuit, et qu'il ne faut plus que les infirmières elles aient ces robes à crinoline, parce que ce froufrou incessant en fait peut gêner les patients quand ils dorment. Et on est encore en train de discuter du bruit de la nuit dans les services, donc pas avec nos crinolines, mais avec d'autres choses. Avec les sabots, tout à fait, entre autres. Voilà, bavardage et banalité, c'est ce qu'elle appelle aussi, c'est ce qui sont les fondements de nos soins relationnels. Elle l'appelle, c'est la traduction française qui a été faite en 1859, qui serait aujourd'hui plutôt les soins relationnels. Et puis la nécessité de bien étudier le malade, c'est l'observation et c'est la finesse des signes cliniques qu'on observe chez le patient. Donc elle est très précise. Ce livre est vraiment, je trouve, extrêmement moderne. Donc elle demande, avec le ministère de la Santé, elle demande aux hôpitaux de lui fournir les données sur la mortalité des patients qui sont pris en charge par les infirmières formées et par celles qui ne sont pas formées, parce qu'elle voudrait même évaluer la qualité de la formation de ces écoles, par exemple. Ça n'a pas été possible, mais c'est pour donner son état d'esprit qu'à chaque fois, elle va essayer de prouver, d'avoir des données probantes pour montrer que ce qui est fait, eh ben, pour le coup, ça c'est la bonne solution. Donc toute sa vie, elle s'appuiera sur ces données pour améliorer la prise en charge des patients. Elle constate, donc après plusieurs années, finalement, les données, elle les a. Les statistiques sont faites, les données de mortalité, morbidité sont notées dans les hôpitaux, mais elle pense qu'il y a un manque d'analyse de ces données. C'est la différence entre les statistiques et l'épidémiologie, finalement. Donc, elle voudrait faire le lien, et elle demande une chaire à l'université d'Oxford. Malheureusement, ça lui est refusé, mais c'est ça. Elle dit maintenant, des données, on les a, après plusieurs années, mais il faut savoir les comprendre, les exploiter, les analyser, et ça, c'est encore un maillon qui manque. Donc, l'épidémiologie n'était pas encore très développée, selon elle. Elle est consultée pour la construction des nouveaux hôpitaux, notamment donc l'hôpital Saint-Thomas à Londres, pour la construction en pavillon, sur la manière dont il faut isoler les patients, regrouper les patients selon un certain type de pathologie. Elle est consultée sur les plans au niveau de l'architecture, sur les fenêtres, sur la manière dont les lits doivent être mis dans les chambres pour que les patients puissent avoir de la lumière et puissent voir le ciel et le soleil, par exemple. L'hôpital Saint-Thomas est construit grâce au plan de Florence Nightingale. Voilà, c'est une vraie réformatrice, statisticienne, administratrice, chercheuse. Elle a rédigé plus de 200 livres, rapports et opuscules. Un effet profond, on ne peut pas dire cataclysmique, ou non, ça c'est trop péjoratif, mais absolument considérable sur l'hygiène hospitalière. Voilà, les statistiques médicales, première femme élue membre de la Société royale de statistique en 1860, et évidemment les soins infirmiers qui nous sont si chers. Donc voilà, son héritage, c'est que les recommandations et les concepts holistiques développés par Florence Nightingale ont contribué à construire les principes de base de l'hygiène hospitalière moderne. Elle est née en 1820. L'année prochaine, ça sera les 200 ans de sa naissance, et ça sera du coup l'année de l'infirmière qui sera célébrée dans le monde entier. Donc à nous de faire des propositions dans nos instituts et dans nos hôpitaux pour célébrer l'année de l'infirmière et des soins infirmiers en général. Voilà. Merci de m'avoir écouté.